messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition du journal de la mi-journée de ce mardi 16 mars. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Mélodie Taillandier est avec moi pour débuter ce journal et pour se présenter. Bonjour Mélodie. Bonjour Emric et bonjour à tous, merci de m'accueillir pour ce début de journal. Je me présente, je suis votre reportrice et également votre correspondante en direct pour les éditions de la mi-journée. Je prendrai chaque jour quelques petites minutes de votre temps pour vous parler de la journée internationale et cela commence dès aujourd'hui. Merci Mélodie pour votre présentation. Nous sommes très ravis de démarrer cette chaîne d'actualité que nous préparons maintenant depuis plusieurs mois. Voilà pour notre introduction, alors commençons avec les bonnes habitudes et voici les titres de ce mardi. Le gouvernement a commis une importante incohérence sur le vaccin d'AstraZeneca hier. Je vous en parlerai plus en détail dans ce journal. Nous ferons également le point sur le vaccin d'AstraZeneca ainsi que sur les pays qui l'ont suspendu. Nous avons eu la chance d'interviewer il y a quelques mois une équipe ayant le projet de nettoyer les océans pollués par le plastique. Vous allez bientôt tout savoir sur ce merveilleux projet. Comme dans chaque journal à partir d'aujourd'hui, nous ferons le point sur le nombre de cas de coronavirus en France. Quelques jours avant l'arrivée du printemps, le soleil est déjà au rendez-vous et le pollen aussi. Nous en parlerons plus en détail d'ici peu. Et comme l'a dit Mélodie tout à l'heure, nous lançons dès aujourd'hui le rituel de la journée internationale. Vous ferez la découverte dans ce journal de ce que vous ignorez sûrement de cette journée. Puis nous avons été interviewer une communicatrice animalière venant de créer son entreprise pour découvrir son métier et son parcours. Toute l'actualité tourne autour du coronavirus depuis plusieurs mois, mais qu'en est-il des gilets jaunes? C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Enfin, nous reviendrons quelques semaines en arrière sur le décès de Patrick Dupont pour dévoiler la cause de son décès et lui rendre hommage. Mais d'abord, comme je vous l'ai annoncé dans les titres, le gouvernement s'est fortement contredit en l'espace de quelques jours. Jean Castex a évoqué l'importance de se faire vacciner. Olivier Véran a assuré qu'il était inutile de suspendre le vaccin d'AstraZeneca. En revanche, Emmanuel Macron, lui pense que par précaution, il valait mieux suspendre ce vaccin. Écoutez. La recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé en lien avec les autorités sanitaires françaises. D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. La décision qui a été prise. À ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin. Il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner. C'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca. Alors vous le voyez, le gouvernement s'est fortement contredit. Cela prouve qu'il n'était pas du même avis. Mais ce n'est pas fini puisqu'il y a un an, le 4 mars 2020, Olivier Véran a annoncé que le port du masque était inutile. Nous avons donc étudié son discours et comparé avec ce qu'il est dit aujourd'hui. S'agissant de l'utilisation des masques, il s'agit d'une ressource rare. Il faut en être conscient et donc le respect des règles de bon usage est essentiel. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Encore une fois, une contradiction puisque quelques semaines après, depuis le 20 juillet 2020, il est devenu obligatoire de porter des masques dans les rues et dans les lieux clos. C'est ce qu'a annoncé Jean Castex lors de leur allocution le 15 juillet 2020. À son tour, la France a décidé hier de suspendre par précaution l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre le coronavirus en attendant un avis de l'Agence européenne des médicaments. La décision prise par Emmanuel Macron a été annoncée après que le vaccin a été suspendu en Allemagne, en Italie et en Espagne. Passons maintenant à un autre sujet. Comme annoncé précédemment, nous avons été interviewer une communicatrice animalière venant d'ouvrir son compte d'entreprise de communication animale s'intitulant « À travers tes yeux ». C'est une interview de Mélodie Taillandier, Emric Montier-Marfon et Aura Ambachère. Alors bonjour Aura Ambachère, alors vous avez 23 ans et vous avez récemment ouvert votre entreprise de communication animale. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Bien sûr, bonjour Emric, bonjour Mélodie. Merci de m'accueillir pour cette interview. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu brièvement mon métier. La communication animale, c'est une sorte de télépathie que l'on fait en fait d'âme à âme avec les animaux. Donc, du coup, je me mets dans une sorte de méditation assez profonde et grâce aux photos et aux renseignements sur l'animal, du coup, je peux pratiquer une communication. Elle se pratique à plusieurs moments pendant la vie de l'animal. Elle peut se pratiquer à n'importe quel moment d'ailleurs, mais plus particulièrement si éventuellement l'animal a des soucis, ou pas d'ailleurs, mais par exemple un déménagement pour éviter que l'animal soit stressé, si l'animal est malade, pour savoir s'il souffre, pour savoir
D'ailleurs, pourquoi il est malade, s'il sait, par exemple, s'il s'est blessé à une patte, entre guillemets, pour savoir pourquoi il s'est blessé ou comment il s'est blessé. Ou sinon, juste pour savoir s'il va bien, s'il est bien dans son milieu, s'il s'entend bien avec ses congénères. Ça peut être vraiment pour des raisons diverses et variées. D'accord. Et d'où est venue l'idée de créer cette entreprise? Alors, totalement par hasard, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à la santé animale. Mon but de base était de devenir assistante vétérinaire. Mais du coup, les études sont assez compliquées pour y arriver. Je n'ai pas trouvé de patron et je n'ai pas trouvé d'école non plus, parce que les écoles nous acceptent uniquement avec un patron. Et du coup, en décembre dernier, j'ai une amie à moi qui a fait cette formation de communication animale. Et du coup, ça m'a énormément plu. Et du coup, je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. Et une fois que je me suis lancée, en fait, j'ai trouvé ça merveilleux. Et c'est un métier très épanouissant. Y aura-t-il des employés dans votre entreprise ou est-ce que vous seriez seul à la gérer, seul? Je serai seule à la gérer, mais par contre, je travaillerai avec des partenaires, soit d'autres personnes qui font également de la communication animale, ou alors d'autres personnes comme des énergéticiens, par exemple, qui pourront venir compléter C'est un très beau projet. les thérapies que je fais. D'accord. Et vous nous avez dit hors caméra que vous comptiez créer votre propre matériel, etc. Mais dans quel but? Alors, je voudrais créer des uniformes, mais dans le but d'arriver, entre guillemets, potable chez un client pour faire une bonne impression. Parce que ma façon d'arriver sera un peu ma carte de visite, en fait. Si j'arrive en jogging, en basket, voilà, ça donnera peut-être une mauvaise image de moi et peut-être que les gens ne me rappelleront pas ou je ferai très mauvaise impression. Alors que si j'arrive directement bien habillée avec une chemise, avec le nom de mon entreprise, bien habillée, bien coiffée, tout ça, de suite les gens ils seront un petit peu plus en confiance et auront peut-être envie de me conseiller par la suite à d'autres personnes. Vous nous aviez également dit que vous comptiez aller dans des zoos ou des parcs animaliers. Pour quelle raison? Pour la même raison que je fais avec les animaux domestiques, les animaux sauvages, eux aussi, peuvent avoir des soucis de santé, des problèmes de comportement ou autres. S'ils doivent changer de zoo, par exemple, s'ils ont beaucoup de routes à faire, ils peuvent être stressés ou appréhendés ou ne pas comprendre, tout simplement. Si on ne leur dit pas, ils ne peuvent pas le deviner. Alors une autre question pour ceux qui aimeraient faire comme vous. Combien de temps avez-vous mis pour vous lancer? Alors, ça dépend. Pour la formation, j'ai pas mis très longtemps. La formation, j'ai fait 2 formations du coup. Une formation pour les animaux vivants, pour faire de la télépathie sur les animaux vivants, de la communication sur les animaux vivants. Et une autre partie pour faire les animaux, des communications avec des animaux malades, en fin de vie ou décédés. Et chaque formation a duré 1 semaine. Et pour la création d'entreprise, cela dépend de comment les gens entreprennent tout ça. Personnellement, j'ai mis 2 mois, mais ça peut être beaucoup plus rapide, comme ça peut être beaucoup plus lent si les personnes ne sont pas prêtes ou veulent s'entraîner un petit peu plus, car il faut quand même un petit peu d'entraînement pour faire des communications. On ne ressent pas ou on n'entend pas spécialement tout ce que les animaux veulent nous dire dès la première communication. C'est comme pour tout, il faut s'entraîner. Donc ça dépend. Ça dépend de l'évolution de la formation, l'évolution de nos énergies à nous, des énergies que les animaux nous renvoient. Et du coup, pour ceux qui veulent créer leur entreprise, ça dépend vraiment s'ils font tous leurs rendez-vous d'un coup, s'ils veulent faire petit à petit, s'ils peuvent avoir des rendez-vous d'ailleurs, parce qu'il faut des rendez-vous au comptable, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont quand même conseillés quand on commence une entreprise. Des rendez-vous. Si on a un bâtiment, il faut trouver le bâtiment, il faut trouver l'endroit, la location. Donc voilà, ça représente beaucoup de choses. Moi, personnellement, je vais travailler de chez moi. Donc déjà, ça m'enlève quand même une grosse épine du pied. Mais après, cela dépend de comment les gens veulent s'installer. Est-ce que votre action se pratique sur tous les animaux? Vous nous avez dit que vous pouvez le faire avec les animaux décédés, les animaux vivants, mais vraiment une espèce particulière, si par exemple les chiens ou les chats, ça se pratique pas? Absolument pas, on peut vraiment pratiquer sur tous les animaux, j'allais dire êtres vivants, mais c'est faux parce que je ne fais pas les humains, mais vraiment sur tous les êtres vivants qui possèdent un cerveau, entre guillemets. Vraiment, ça peut aller de la fourmi à l'éléphant, au chien, je sais pas, au chat, ça peut vraiment faire qu'il soit sauvage ou domestique.
en captivité comme dans la nature. Et comment vous financez le projet? Est-ce que vous avez besoin de sponsors ou autre? Alors le projet, je l'ai financé par mes moyens personnels et pour les sponsors, je ne préfère pas parce qu'un sponsor voudra dire forcément qu'il faudra que je fasse de la pub pour quelque chose et je n'ai pas spécialement envie de faire de la pub tout simplement parce que ça va peut-être me faire avoir des obligations comme vendre certains produits que je ne vais pas avoir spécialement envie de vendre. Donc non, pas de sponsor. Dernière question globale, avez-vous un site dans lequel on peut voir ce que vous faites? Est-ce que vous êtes visible sur les réseaux sociaux? Professionnellement, en tout cas. Alors oui, je suis visible, je vais être visible prochainement sur les réseaux sociaux. J'aurai une page Facebook qui s'intitulera « À travers tes yeux, communication animale ». Et également, dans le futur prochain, une page Instagram. Et peut-être un site internet aussi par la suite, mais je veux d'abord commencer par les réseaux sociaux. Maintenant que vous nous avez dit ce nom, on le savait déjà du coup, mais pourquoi vous avez choisi ce nom? Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose de privé ou quoi? Bah, à travers tes yeux, ça signifie vraiment ce que je fais. Vu que sur une photo, pour faire de la communication animale, il faut voir les yeux de l'animal pour voir vraiment à travers ses yeux, vraiment à travers son âme. Donc oui, pour moi, le nom de mon entreprise signifie vraiment très bien ce que je fais et signifie vraiment tout. Ça veut vraiment tout dire. Bah, merci beaucoup Aura pour votre participation, c'est un métier très intéressant, on était très contents de faire cette interview avec vous. C'est un beau geste pour ces animaux. On espère de tout cœur que votre projet va aboutir. On espère également vous revoir dans quelques mois. On avait dit qu'on pouvait se revoir quand votre entreprise aura avancé. Merci beaucoup du coup et bon courage pour la suite et à bientôt. Merci beaucoup et bon courage à vous aussi et bonne continuation. Merci. C'est un très beau projet et nous lui souhaitons de réussir. Et comme dans chaque édition de la mi-journée à partir d'aujourd'hui, Mélodie Taillandier est présente pour nous parler de la journée internationale. Alors quelle est cette journée que sans doute beaucoup de gens ignorent? Pour cette première édition de la journée internationale, je vais vous parler de la journée mondiale du travail social. Mais vous allez sûrement vous demander ce que c'est. Nous allons voir ça plus en détail. Cette journée internationale organisée chaque troisième mardi du mois de mars a pour but de mettre en évidence l'utilité du travail des professionnels de l'action sociale, ainsi que la connectivité mondiale. Par exemple, dans le cadre de la prévention et l'accompagnement des adultes, ce qui signifie comprendre, aider et répondre aux besoins des publics. Il s'agit d'une journée relativement ancienne puisque sa première édition remonte à 1983. Chaque année, un thème est retenu. Par exemple, pour cette année 2021, le thème est Ubuntu, ce qui veut dire « Je suis parce que nous sommes ». L'Association internationale des écoles du travail social nous rappelle que le concept d'Ubuntu a été popularisé par Nelson Mandela. D'ailleurs, cette association figure parmi les partenaires de cette journée mondiale. Alors, rendez-vous l'année prochaine pour découvrir le nouveau thème de cette journée internationale et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition. Merci Mélodie pour ce sujet très intéressant. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes partis interviewer il y a quelques mois une association se nommant The Sea Cleaners, en français les nettoyeurs de la mer, pour en savoir plus sur ce projet consistant à dépolluer les océans à l'aide d'un objet qui est le centre de leur travail et que vous allez voir tout de suite. Une interview réalisée par Mélodie Taillandier, Henrique Montier-Marfon et Valérie Hamon. Alors bonjour Valérie, donc vous êtes directrice de la communication pour le site The Sea Cleaners. Oui, c'est ça. Alors d'où est venue l'idée de créer le site du coup Alors le site internet en fait c'est la vitrine de notre association. The Sea Cleaners, c'est une association qui a été créée en 2016 par un navigateur qui s'appelle Yvan Bourgnon. Donc Yvan, il est skipper, il a fait des courses en mer, il en a remporté d'ailleurs un certain nombre. Et puis, dans une deuxième partie de sa carrière, il a voulu faire un peu des défis un peu fous, de faire des tours du monde ou de passer à des endroits un peu inaccessibles dans des catamarans de sport. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2013 et 2015, il a fait un tour du monde comme ça en catamaran de sport, donc vraiment au ras de l'eau, qui a été très marquant pour lui parce que quand il était petit, quand il avait 8 ans, il avait fait un tour du monde à la voile comme ça en famille avec ses parents. Il en avait gardé un souvenir très très fort, très paradisiaque. Et puis quand il revient après, 35 ans après, donc lors de ce tour du monde en catamaran, là il se retrouve dans les mêmes endroits, sauf que tout est différent parce qu'il navigue au milieu de nappes de déchets plastiques très très denses et il voit des paysages que lui il connaissait complètement vierges qui sont devenus complètement souillés. Et ça l'a beaucoup choqué parce qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment l'humain et sa génération qui avait produit cette pollution-là. Et il s'est dit, c'est pas possible, il faut vraiment faire quelque chose. Donc quand il est revenu en France en 2016,
il a décidé de créer une association qui s'appelle donc The Sea Cleaners, les nettoyeurs de la mer. Voilà, tout est dit, hein, tout est dans le nom. Et puis comme c'est un navigateur, il s'est dit le moyen d'agir vraiment concrètement contre cette pollution, c'est de créer un bateau. Et c'est comme ça qu'est né le grand projet emblématique de Sea Cleaners, qui est le bateau qu'on appelle le Manta. D'ailleurs, du coup, par rapport au Manta, est-ce que le nom de ce bateau a une référence Une signification. Voilà. Oui, tout à fait, il a une signification. En fait, la raie manta a la particularité de se nourrir en avançant dans l'eau et en filtrant l'eau, en ayant la gueule grande ouverte et en filtrant l'eau, et comme ça, elle récupère le plancton et les micronutriments qui vont la nourrir. Et nous, notre bateau, c'est un peu le même principe, hein. C'est-à-dire qu'il a 2 étraves et puis au milieu, il y a des tapis collecteurs. Donc, c'est comme s'il avait la gueule grande ouverte et puis il va avancer de la même manière, il va filtrer l'eau, et il va garder les déchets et il va se nourrir avec les déchets plastiques. Donc on a vraiment conçu le bateau un peu sur ce principe-là, en imitant la nature. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, qui est un concept très à la mode. Et puis la deuxième référence, c'est aussi parce que Yvan Bourgnon, donc le président de l'association, il est très imprégné de la culture polynésienne. Et dans la culture polynésienne, la raie manta, c'est un symbole de sagesse, et c'est aussi un animal qui aide l'humain, et qui aide l'humain pour le bien. Et on s'est dit que ce bateau qui luttait contre la pollution des océans, il reflétait aussi cette philosophie-là. D'accord. Et combien êtes-vous au total au sein de l'équipe? On est 28 salariés aujourd'hui, plus des bénévoles qui sont de plus en plus nombreux. On a à peu près 1500 bénévoles un peu partout dans le monde, donc une grosse majorité en France. Mais l'équipe grandit sans cesse. Aujourd'hui, en tout cas, le corps de l'équipe, c'est 28 salariés. Et on revient à l'envers, on a oublié une question. Depuis quand existe le site The Sea Cleaners? Alors le site internet, il existe depuis le tout début de l'association. Il a été créé, je pense, j'étais pas encore dans l'association, mais je pense que ça doit être en 2017, pour aider à faire connaître l'association, évidemment. Et puis là, en 2021, on en a lancé un tout nouveau, tout beau, tout rénové, parce que justement le projet du bateau a évolué, qu'il est de plus en plus sophistiqué. Il y a eu beaucoup d'heures d'études et beaucoup d'heures de travail sur le bateau. Et donc on voulait un site internet qui explique tout ça et qui présente le bateau un peu dans tous ses détails, qu'il le fasse dans plusieurs langues. Donc on a changé le site internet, et donc le nouveau site, il est en ligne depuis le 26 janvier même 2021 précisément. D'accord. Et comment, du coup, allez-vous financer ce projet? Alors le projet, il est financé exclusivement par des fonds privés. Donc on ne demande aucune subvention publique. En gros, on a 2 sources de revenus. On a les donations des particuliers, donc qui peuvent aller sur notre site internet et faire un don sur le site directement. Et puis la grosse majorité, on va dire, ça provient des entreprises mécènes, donc d'entreprises privées qui ont décidé de s'associer au projet pour le soutenir et pour financer aussi bien le bateau que le fonctionnement de l'association. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une 50aine d'entreprises mécènes qui nous aident. Et combien ça a coûté au total pour le bateau, ne serait-ce pour le bateau? Alors juste le bateau, c'est à peu près 35 millions d'euros. Donc, ce qui peut paraître une grosse somme, mais qui s'explique par le fait que c'est un bateau qui est complètement innovant, complètement pionnier. Donc il y a énormément de recherche et de développement pour concevoir un bateau comme ça qui remplisse ce rôle de collecter les déchets, mais aussi qui contient une usine embarquée, parce que c'est pas seulement un bateau, c'est aussi une usine flottante, puisqu'à bord du bateau, les plastiques vont être transformés en énergie. Donc c'est quand même un très gros bateau. Et puis en plus, oui, là, c'est un très gros bateau aussi. Il fait 62 mètres de haut, même pour être précis. Il fait presque 60 mètres de long et il fait 26 mètres de large. Donc c'est vraiment un géant des mers, capable d'accueillir 34 personnes à bord. Donc c'est un beau projet. Ça fait 2000 tonnes. C'est pas une petite barque. D'accord. Et quels sont les rôles les plus importants à bord du bateau? Oui. On a 3 rôles principaux à bord du bateau. Il y a les personnes qui vont opérer le bateau, donc qui seront vraiment chargées d'assurer sa propulsion, sa navigation, les manœuvres, etc. Donc ça demande quand même un petit savoir-faire parce que c'est un gros bateau avec des grandes voiles. Donc là, on a une 15aine de personnes qui vont être chargées de ça. Il y aura également entre 6 et 8 personnes qui vont être là pour opérer au sein de l'usine. Donc ils vont avoir ce travail de faire fonctionner l'usine embarquée, qui va récupérer les déchets plastiques et qui va les transformer en énergie,
qu'on a des opérateurs qui vont trier les déchets, puis d'autres qui vont être sur ce qu'on appelle la pyrolyse, c'est-à-dire vraiment l'unité de conversion énergétique des déchets, là où les déchets vont être convertis en énergie. Donc ça, c'est le deuxième rôle. Et puis le troisième rôle très important, c'est les chercheurs. On aura entre 10 et 12 chercheurs, 12 scientifiques qui seront en permanence à bord du bateau pour étudier la pollution plastique et puis pour faire progresser la connaissance sur cette pollution plastique qu'on connaît finalement encore pas très bien. Du coup, comment fonctionne le bateau ? Alors la particularité de ce bateau, c'est que déjà c'est un voilier. Donc la propulsion, elle va se faire essentiellement par le vent, grâce au voile. Mais on a aussi voulu combiner ça avec ce qu'on appelle une propulsion hybride, c'est-à-dire qu'en plus des voiles, on a aussi des moteurs électriques. Ça, c'est obligatoire pour assurer la sécurité du personnel à bord. La question qu'on s'est posée après, c'est ok, mais alors qui dit moteur dit énergie fossile pour propulser le moteur et pour faire avancer le moteur, de l'essence, du pétrole. Et on s'est dit bah non, quoi, c'est pas l'idée parce que on veut un bateau écologique, on veut les dépolluer les océans, c'est pas pour créer de la pollution par la combustion d'énergie fossile à côté, ça sert à rien. Donc on a conçu effectivement un bateau qui va être à propulsion la plus écologique possible, on va dire. Et pour ça, donc, ces moteurs, ils vont être propulsés par différentes sources d'énergie renouvelables. Il va y avoir des panneaux solaires, il y a à peu près 500 mètres de panneaux solaires sur le bateau. On a 2 éoliennes également. Puis on a des hydrogénérateurs qui sont des hélices en dessous du bateau qui vont produire de l'énergie avec la force de la mer. Donc ça, c'est pour la partie énergie renouvelable. Et puis surtout, ce qui est très innovant à bord du bateau, c'est que le plastique qui va être collecté à bord du bateau va être converti en énergie. Et cette énergie, elle va être utilisée pour alimenter le bateau lui-même. Donc du coup, le bateau, il fonctionne avec le vent, avec le soleil, puis avec le plastique. Voilà. Et quels sont les matériaux du bateau, puisque vos actions s'adressent à l'écologie, on ne sait pas qu'il ne faut pas de matériaux qui polluent, etc. Donc, Tout à fait. On a fait une analyse du cycle de vie du bateau, c'est-à-dire qu'on a vraiment regardé quels étaient les matériaux les plus durables qu'on pouvait utiliser à bord du bateau. Et donc notre choix s'est porté du coup sur des matériaux qui ont une très bonne durée de vie et puis surtout qui vont être recyclables à plus de 95%. Et donc c'est essentiellement la superstructure, elle est en acier. Et puis on aura des coques en aluminium par-dessus ça. D'accord. Et quelle quantité de plastique peut récupérer le bateau ? Alors le bateau, il est conçu pour récolter entre 1 et 3 tonnes de déchets par heure. Et on a fait le calcul, compte tenu du fait que les nappes de déchets ne sont pas toujours adjacentes et qu'il faut aussi prévoir que le bateau revienne à terre de temps en temps. Toutes les 3 semaines, il reviendra à terre pour décharger le plastique, puis pour changer un peu les équipes, et puis aussi pour mener des missions de sensibilisation, d'ailleurs, quand il sera à quai. Donc on a calculé au total que par an, il pourrait collecter entre 5 et 10 000 tonnes de déchets par an. D'accord. Et où est stocké le plastique après, une fois le ramassage terminé ? Alors le plastique, le plastique qu'on va conserver, le plastique qu'on ne va pas transformer en énergie, il va être stocké à bord pour être ramené plus tard à terre et pour qu'on puisse le réinjecter dans des filières de gestion des déchets. Et donc à bord, on a à peu près 200 mètres carrés qui sont prévus pour le stockage du plastique. Donc on a des zones de stockage à l'intérieur de l'usine embarquée, on en a aussi à l'extérieur. Donc le plastique va être mis dans ce qu'on appelle des big bags, donc des gros sacs comme ça dans lesquels vont être stockés les plastiques. Puis on a aussi des containers pour les produits un peu spécifiques, donc type des bidons avec des provenances un peu louches ou un peu incertaines, voilà, qui peuvent être potentiellement dangereux, on va les stocker à part dans des containers. Et également les filets dérivants, les filets plastiques dérivants de pêche, c'est une catastrophe écologique aussi. Donc là, on aura un container spécifique pour ces filets-là parce qu'ils peuvent être réutilisés ensuite. Et quel est le procédé une fois que le ramassage est terminé ? Quel procédé s'y suit ? Alors, donc, le premier procédé, c'est donc la conversion énergétique du plastique à bord du bateau. Donc là, le plastique, il va être fondu dans une pyrolyse. Donc, il va être porté à très très haute température, il va fondre, il va dégager du gaz. Ce gaz qu'on appelle le syngaz, c'est un gaz synthétique, va alimenter un fluide et le fluide va passer dans une turbine et cette turbine va produire de l'électricité. Donc ça, c'est à peu près 95% du plastique qu'on va collecter qui va être transformé en électricité comme ça. Et les 5% restants, eux, on va les ramener à terre et on va les donner donc
à des filières de gestion des déchets qui vont recycler le plastique. Le plastique qui sera de meilleure qualité et qui sera recyclable, celui-là, voilà, on le met là. L'idée, évidemment, c'est que ces filières, on les choisisse, on les sélectionne pour s'assurer qu'elles vont bien traiter le plastique et qu'il va vraiment être utilisé, qu'il va vraiment servir, et pas qu'il va être incinéré ou enfoui, enterré, voire des fois rejeté à la mer. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et du coup, où pourrons-nous vous retrouver? Enfin, sur quel réseau sociaux? Alors, on est présent sur tous les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram d'ailleurs, sur TikTok. On vient de commencer TikTok. On débute un peu. C'est pas terrible, mais bon, ça va venir. Et le meilleur moyen, c'est quand même de regarder sur notre site internet. Ceux qui sont intéressés par le projet, c'est www.thecleaners au pluriel en un seul mot.org. Voilà. Merci beaucoup. Et en tout cas, De rien, avec plaisir. Un très beau projet. Oui. Merci. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était un magnifique projet. Nous remercions Valérie et Amand d'avoir participé et toute leur équipe de faire ce beau geste pour la planète. Revenons sur le coronavirus, mais cette fois-ci sans mensonge. Hier, 6471 cas ont été enregistrés pour 333 décès en tout durant la journée. Ce qui nous emmène à un total d'environ 4 078 133 cas depuis le début de la pandémie, ainsi que 90 788 décès. Le soleil est au rendez-vous depuis maintenant plusieurs jours, la température aussi, mais pourtant ce n'est pas encore le printemps. Nous avons donc profité de ce beau soleil pour vous faire le plein de belles images des jardins fleuris un peu à l'avance cette année. Un reportage de Mélodie Taillandier et Aymeric Montimarfon. À peine mi-mars, les fleurs envahissent déjà vos jardins. C'est signe de l'arrivée du printemps. Des tulipes, des jacinthes des bois, autrement appelées les clochettes bleues, des pâquerettes, ou même encore des pissenlits. Tout y est. Même les arbres sont fleuris. Malheureusement, le pollen va faire son grand retour. Mais bon, cela donne presque envie d'être en vacances, à une condition, que le soleil continue de rayonner. Et oui, pour continuer dans cette lancée, la date du printemps est le 20 mars, mais malheureusement, pour certains d'entre vous, le pollen s'installe déjà dans vos maisons, sur les surfaces, mais surtout dans votre système respiratoire. Édouard Sève, vice-président du syndicat des allergologues, nous rassure en nous expliquant que les personnes allergiques ne sont pas plus fragiles. Pour les allergies sévères, l'insuffisance respiratoire peut parfois fragiliser le patient, mais cette situation reste rare. Donc pour le moment, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Comme je vous l'ai dit dans les titres, les Gilets jaunes sont de retour depuis samedi 13 mars près de Bordeaux, où ils étaient une cinquantaine pour manifester au rond-point de la Garrosse. Ils ont marqué leur retour dans la matinée, mais sont restés qu'une journée, puisqu'ils ont quitté les lieux sur les coups de 16h15, alors qu'il n'était plus qu'une dizaine. Aucun débordement n'a eu lieu, seuls des tracts ou voitures passantes ont été distribués. Les gendarmes étaient bien présents, tout comme les militaires, afin d'assurer la sécurité. Je vous rappelle donc que cela fait plusieurs mois que ce mouvement est à l'arrêt en raison du coronavirus. Mais selon Patrick Youf, un des porte-parole du collectif de Bassins qui s'est confié à Sud-Ouest, ils veulent réactiver leur mouvement et dire qu'ils sont toujours là. Pour conclure ce journal, Patrick Dupont, danseur étoile et danseur français le plus connu au monde, s'est éteint le 5 mars 2021, âgé de 61 ans. La famille du danseur avait évoqué une maladie foudroyante à l'annonce de son décès. C'est un cancer du poumon qui serait à l'origine de sa mort. C'est la fin de cette première édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Nous nous quittons avec de belles images de notre danseur étoile Patrick Dupont. Merci d'avoir regardé ce premier journal que nous avons eu l'immense plaisir de tourner. Bonne journée à tous et à bientôt sur LMJ.